Envoyé de différents établissements scolaires, Jean-Jacques Pauvert, né le 8 avril 1926 à Paris, devient à 15 ans apprenti vendeur en librairie, puis en 43 courtier en livres rares, journaliste, caissier dans un établissement de bain, bouquiniste sur les quais de Paris. Entre-temps, il aura passé en 42 3 mois dans une prison allemande. Il publie son premier livre comme éditeur en 45, Explication de l'étranger. C'est un texte de Sartre sur Camus. Et en 47, il entreprend la première édition au monde des œuvres complètes du Marquis de Sade, d'où Procès pour outrage aux bonnes mœurs, qui durera jusqu'en 1955. Alors là, je suis en train de lire un extrait de votre biographie, Jean-Jacques Pauvert. Ce qui m'étonne, c'est que ce tout jeune homme qui va avoir ce lourd procès qui dure 8 ans pour outrage aux bonnes mœurs, finalement ne va pas être freiné par ce procès. Au contraire, on a l'impression qu'il y a ensuite une grande effervescence et que, au fond, au lieu de vous arrêter, ça vous stimule. Alors, bon, en plein procès, puisque le procès s'arrête en 55, vous continuez quand même à publier Histoire d'eau, par exemple, ou Georges Bataille. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça a eu un effet d'effervescence, comme ça, finalement. Ça a eu un effet de contradiction. Tant qu'on ne m'avait pas expliqué pourquoi c'était très vilain ce que je faisais de publier les œuvres de Sade, les raisons qu'on me donnait ne me paraissaient pas convaincantes. La destruction de la société française, la déliquescence de la jeunesse, ça faisait en fin de compte pas sérieux. Et alors, comme ça avait des conséquences pratiques, c'est-à-dire que ça aboutissait à des livres saisis, à des livres en principe détruits, il y avait une sorte de combat comme ça, amené, qui était intéressant. Qui vous relance complètement, parce que au fond, là, vous vous lancez dans des entreprises ensuite qui sont vraiment énormes. Par exemple, l'édition du dictionnaire de la langue française d'Émile Littré. Oui, Littré, c'est un dictionnaire que j'avais entrepris de lire quand j'étais jeune, à partir de 14-15 ans, comme ça, en commençant par la lettre A. Et j'avais trouvé ça très, très, très bien. Et puis tout d'un coup, je me suis aperçu, dans les années 50, comme ça, qu'il n'y avait plus de dictionnaire de Littré en circulation. Et alors, c'était assez intéressant parce qu'à l'époque, je commençais à connaître des gens chez Hachette et je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous ne rééditez pas le dictionnaire de Littré, qui est épuisé? Oh, ils m'ont dit, vous savez, le dictionnaire de Littré est une entreprise énorme. Vous voyez, Hachette qui trouvait déjà que c'était une entreprise énorme. C'est gigantesque. Et puis nous avons fait des enquêtes. Vous savez, l'édition, vous pas se lancer là-dedans comme ça. Mon jeune ami, était Meunier du Houssois, le président directeur général d'Hachette, qui me disait ça. Nous avons fait des enquêtes très sérieuses. L'édition, c'est pas du tout un métier. On a conclu qu'on en vendra entre 30 et 40 la première année, donc c'est pas rentable du tout. Alors j'ai réfléchi sur le problème du dictionnaire de Littré, et à l'époque, il se passait une chose, c'est que les livres français étaient plutôt vilains. Ils étaient moches. Alors j'ai posé le problème à Jacques Darche, qui était vraiment un très très grand maquettiste, et je lui ai dit, voilà, si on refaisait le dictionnaire de Littré, comment est-ce qu'il faudrait le faire? Et il a planché là-dessus pendant un bon bout de temps, et il a sorti une maquette extraordinaire. C'était le premier dictionnaire en France imprimé sur une seule colonne, format très étroit, comme ça que tout le monde a imité depuis d'ailleurs. J'ai lancé ça en souscription et on en a vendu 20 000. Mais ça a été une aventure extraordinaire qui d'ailleurs a failli me coûter complètement ma maison, parce que vous savez, ce qui est intéressant dans l'édition, c'est que quelquefois ça tourne au western. Et cette histoire de Littré, c'est devenu un western parce que ça a tellement bien marché qu'on a failli être coulé par le succès. Alors ça, il faut expliquer comment on est coulé par un succès. C'est parce que, comme les libraires français, comme très souvent, avaient regardé ce dictionnaire de Littré comme ça, avec sa forme bizarre, ils trouvaient ça, ils n'avaient jamais vu un dictionnaire comme ça, donc ils ne l'achetaient pas beaucoup. Et la seule manière que j'ai eu de m'en tirer, ça a été de lancer des courtiers. Et c'est là où ça a très bien marché. Seulement, les courtiers, ils vendent à crédit. Et comme la France était dans une situation économique complètement sinistrée en 1955, j'ai sorti le premier volume en 1955, aucune banque, à l'époque, n'escomptait les traites des clients. Plus je vendais, plus il fallait que je paye des commissions aux courtiers, je les payais d'avance, et les gens payaient à crédit. Donc j'avais des traites qui s'empilaient, les banques ne marchaient pas, et j'ai pratiquement sauté à un moment. Il a fallu que je refile tout ça, à la fois à Gallimard et à Hachette. Ce serait un peu long à raconter, mais c'était assez drôle parce qu'à l'époque, Gallimard et Hachette étaient déjà un peu à couteau tiré, et je me suis servi de l'un pour me protéger de l'autre, mais ils m'ont quand même piqué le Littré à eux deux. Et en même temps, vous publiez Histoire d'eau. Juin 1954, à quelques semaines près, en même temps que Bonjour Tristesse. Ça aussi, c'est une aventure. 2 grands succès de la littérature féminine. Oui.
Ah, Histoire d'eau, ça a été une aventure extraordinaire que je viens de raconter par écrit sur 30 pages à un bibliophile qui m'a commandé ça. On peut en avoir En me le quelques... payant grassement d'ailleurs. Il m'a dit, voilà, je voudrais que vous me fassiez quelque chose, vous allez me raconter l'histoire de l'histoire d'eau. Et je lui ai dit, mais j'ai pas le temps. Il m'a dit, mais écoutez, cher ami, je vais vous payer ça très bien. Alors c'est très satisfaisant d'abattre des feuillets comme ça en se disant, tiens, ce feuillet-là, il va me rapporter beaucoup d'argent. Écoutez, Vous je voyez, suis il pas arrive sûre des qu'on vous aventures paye énormément étonnantes. à France Culture si vous nous en livrez quelques extraits. On peut savoir deux, trois choses sur Je ne l'ai pas l'histoire de là. Hein. l'histoire Oh, vous d'eau. pouvez savoir tout ce que vous voulez. Je peux vous Allez, raconter ce racontez, que oui, j'ai oui. écrit. Ben, c'est une histoire, qui m'a beaucoup intéressé parce que c'est une histoire pratiquement qui dure encore. Ça a commencé comme ça en 1950, ça doit être 52, 53. Je voyais beaucoup Paulan. Paulan me disait toujours, ah, cher ami, écoutez, j'ai un manuscrit formidable. Vous savez, c'est un très grand livre, c'est un chef-d'œuvre. Et puis, par-dessus le marché, il n'y a que vous qui puissiez le publier. Personne d'autre ne publiera ça. Il y a des risques. Enfin, il ne disait pas très bien ce que c'était. Vous savez, enfin, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ce manuscrit. Bon. Puis, au bout d'un an ou deux, je me suis lassé de lui réclamer tout le temps ce manuscrit qu'il ne me donnait jamais. Ça, c'était tout Paulan. Hein. Il excitait les gens comme ça, puis rien ne venait. Bon, alors, je ne lui parlais plus de rien. Puis un jour, rue Jacob, je me souviens que c'était rue Jacob. Il pleuvait, mais je me souviens très bien qu'il pleuvait. Et je rencontre Paulan, puis on parle de choses et d'autres. Et tout d'un coup, c'est lui qui me dit, ah, mais vous savez, cher ami, avec sa petite voix très, très flûtée comme ça, il sortait d'un grand corps. J'ai sur moi, je l'ai là à la main, ces papiers que j'ai, ce classeur. C'est le fameux manuscrit dont je vous parle depuis si longtemps. Moi, je dis, bon, bah, oui, donnez-le-moi. Enfin, vous verrez. Bon, puis tout ça, c'était un peu flou. Je rentre chez moi et j'ouvre le manuscrit d'Histoire d'eau, que je lis évidemment à peine commencé, comme ça jusqu'au bout, jusqu'à 2h du matin. Et le lendemain matin, je téléphone à Paulan, je crois qu'il devait être 7h30, quelque chose comme ça. Je le réveille, je le tire du lit, pas très content. Et je lui dis, mais voilà, c'est formidable, vous avez tout à fait raison, c'est mon livre. C'est Les Fleurs du Mal et je suis Poulet Malassis. Et je me souviens que j'ai pensé à ça tout de suite. Je me suis dit, je vais être le Poulet Malassis de ces Fleurs du Mal. Alors, je l'ai dit tout de suite, on se voit, vous me présentez l'auteur, on fait un contrat, et alors, sa petite voix toujours flûtée et ensommeillée, il me répond « Ah oui, cher ami, oui, mais voilà, je suis un peu ennuyé, j'ai oublié de vous parler d'un détail comme ça qu'il faudrait régler, c'est que le contrat est déjà signé avec un autre éditeur. » Bon, alors, j'ai exigé de connaître le nom de l'éditeur, donc j'ai été voir immédiatement dans l'idée que j'allais l'étrangler pour récupérer ce livre qui était mon livre. C'était mon livre, bon, il n'y avait pas de problème, donc j'étais prêt à mettre le feu. Et je suis tombé sur un monsieur charmant qui avait de gros ennuis, lui aussi, avec le gouvernement, mais plus sérieux que les miens, parce que le procès SAD durait toujours. C'était l'éditeur, c'était les éditions des Deux Rives. Il avait édité un livre dont vous vous souvenez peut-être parce que le bruit en a couru pendant longtemps et on en parle encore, c'est le trafic des piastres. Le trafic des piastres, voilà, vous vous souvenez du trafic des piastres, c'est un livre qui démasquait tous les trafics de l'administration française en Indochine. Il y avait des généraux, des amiraux, de hauts fonctionnaires, ça remontait jusqu'à l'Élysée de l'époque, et comment les gens faisaient des fortunes dans l'administration, dans l'armée, dans la marine, avec le trafic des piastres, puisque la piastre avait un cours complètement arbitraire, etc., etc. Naturellement, il avait reçu la visite des flics, il la recevait tout le temps chez lui, à son bureau, il recevait des menaces de mort. Oh là là, ça allait Il a très été loin. forcé, ah oui, ça allait très très loin, c'était une histoire du genre Ben Barka. Hein. Donc je suis tombé sur un homme qui m'a dit, qui en plus n'était pas du tout un littéraire, il publiait des documents, et qui m'a dit, ah oui, ce petit porno que Paulan m'a passé un jour, je suis très embarrassé de ça, qu'est-ce que je vais faire, je ne vais pas sortir ça, parce qu'immédiatement, moi, je serai condamné au maximum, ça vous intéresse, ben, écoutez, j'ai donné 1000 francs d'avaloir, et ben, si vous me les remboursez, le contrat est à vous. Je ne savais pas, je les ai vus, je les ai trouvés, et puis je suis retourné voir Paulan, je lui ai dit, voilà, j'ai le contrat, c'est mon livre, présentez-moi l'auteur. Et le texte me disait quelque chose, hein. Cette écriture, je me disais, j'ai déjà lu ça quelque part. Bien sûr, il n'y avait pas le nom sur le manuscrit. Alors maintenant, on peut le dire. 36 ans après, on peut le dire. J'ai donc eu rendez-vous avec Paulan et l'auteur au bar du Pont-Royal. Oui. Et quand j'ai descendu l'escalier, j'ai vu Paulan assis dans les premiers fauteuils avec Dominique Horry.
Dominique Horry, qui était une dame à l'époque, on est en 54, elle a un peu plus de 40 ans. Et c'est une dame que je connais très bien à l'époque parce qu'elle est donc secrétaire de la Nouvelle Revue Française, des Cahiers de la Pléiade. Elle travaille beaucoup avec Paulhan, je la connais très très bien. Et effectivement, je me dis, mais j'aurais dû y penser, c'est l'auteur, entre autres, d'un texte tout à fait épatant, étonnant, admirable, qu'on ne connaît pas parce qu'il n'a jamais été publié en livre, qui s'intitule La révolte de Madame de Merteuil, publié dans les Cahiers de la Pléiade. Très très beau texte que j'essaie de lui arracher depuis 40 ans, parce que c'est un texte qui date de 49 ou 50, et c'est un texte admirable. Et je lui ai dit, quand on nous a présenté, elle était évidemment un peu formée en 1953 ou 54, je ne sais plus, l'auteur d'Histoire d'eau, d'un texte comme Histoire d'eau qui se dévoile, c'est pas n'importe quoi, elle était quand même un peu sur la défensive, mais toujours très faisant face à tout. Elle a maintenant 83 ans, elle continue à faire face à toutes sortes de choses, et maintenant elle dit que c'est elle. Mais à l'époque, elle ne voulait pas. À l'époque, ses parents étaient vivants, elle venait de divorcer, elle avait un fils qui grandissait, il n'était pas question de dire que c'était elle. Donc je lui ai fait un contrat, j'ai publié le livre avec beaucoup de soin, c'est un très beau livre, l'édition originale est un très beau livre, sur papier verger, il y a des exemplaires avec une vignette de belle-mère, et je me suis dit, je tiens un succès international. J'ai fait d'ailleurs un petit prospectus où je dis que c'est un livre qui va marquer une date dans l'histoire de toutes les littératures, etc. Et j'en ai vendu 1200 en la première année. Une des grandes désillusions comme ça que j'ai pu avoir. 1200. Oui, c'était pas mal parce qu'aucun libraire n'en voulait. Hein. Il faut se rendre compte. D'abord, il n'y a pas eu d'article du tout. Pas un seul au départ. Au bout de quelques temps, il y a eu un petit entrefilet dans un journal qui s'appelait Dimanche Matin. Quelques mois après, il y a eu 2 articles. Alors là, c'était pas n'importe quoi, c'était Bataille et Mendiargue. Bataille dans Critique et Mendiargue dans la Nouvelle Revue Française. Bon, personne ne lisait Critique ni la Nouvelle Revue Française, mais enfin, ça a fait un petit peu de bruit. Ça a dû m'en faire vendre 50 à peu près. Et ça a été le début de la carrière d'Histoire d'eau. On avait placé cette série d'entretiens sous la haute protection du marquis de Sade, puisque... Mais oui, on peut. On peut. Mais je pensais aussi, en vous écoutant, à ce titre magnifique de Valérie Larbaud, ce vice impuni, la lecture. Au fond, c'est un vice qui n'est pas du tout impuni en réalité. Non, non, mais c'est très bien. C'est très bien si c'était impuni, si c'était intouchable, ce serait pas bien. Moi, je suis pour les risques, il n'y a pas de raison. Ben, vous avez eu combien de procès? Une vingtaine, une trentaine? Une vingtaine, je pense. Je ne les ai pas comptés. C'est-à-dire que c'était des procès qui étaient jugés d'avance, hein, puisque le véritable jugement était en fait dicté par les commissions, les fameuses commissions occultes du livre contre lesquelles on se battait avec Maurice Garçon. Et quand on arrivait en correctionnel, on avait des juges qui nous disaient, mais vous savez, nous, bon, vous êtes gentils, mais on n'est pas là pour vous juger. Hein. Votre livre est contraire aux bonnes mœurs. Le jugement était tout fait, donc nous sommes là pour appliquer une peine. Alors on s'est battu contre ça pendant des années avec Maurice Garçon. On a fini en quelque sorte par gagner quand même. Enfin, vous avez été privé de vos droits civiques pendant longtemps. Hein. Vous avez j'ai été un privé de mes droits civiques. indigne, Oui, j'ai été privé de mes droits civiques. taxé d'indignité. Et enfin. c'est Pompidou, et oui, l'indignité nationale, tout à fait. C'est Georges Pompidou qui me les a fait rendre. Ça a occupé une grande partie de ma vie pendant 20 ans. Et les revues alors? C'est très passionnant de faire des revues. Bizarre, le surréalisme même, oui. L'ancien Crapouillot, donc, présence du cinéma. L'ancien Crapouillot, oui, que Galtier-Boissière a tenu à même pas à me vendre, si il a touché quand même de l'argent, mais il était surtout très anxieux parce qu'il se demandait ce que le Crapouillot allait devenir. Lui, une fois mort, il sentait qu'il allait mourir bientôt, ce qui est arrivé. Donc il m'a repassé le Crapouillot. Et le Crapouillot, je l'aurais bien gardé parce que c'était un journal assez dans mon esprit comme ça. Le journal qui sort des choses que les autres ne sortent pas. L'histoire de la guerre 39-45 et 14-18, par exemple, par Galtier-Boissière, c'est plein de renseignements que personne n'a jamais repris. Parce que ça touche, c'est comme l'histoire du trafic des piastres, parce que ça révèle des choses qu'il ne faut pas dire. Moi, j'aime bien ça, quand on dit des choses qu'il ne faut pas dire. Que les gens ne veulent pas. Pourquoi est-ce qu'on veut pas dire certaines choses? Il n'y a pas de semi-liberté, quoi. Ben non, ça ne se divise pas. Ça la ne liberté ne se divise pas. Et puis alors des choses très importantes aussi, alors du point de vue vraiment comme ça, de la littérature non érotique. Par exemple, on pense à l'œuvre de Raymond Roussel,
Oui, L'œuvre tout ça, c'est complète. des aventures, hein, des aventures assez... C'est aussi une aventure de publier Raymond Roussel. Ah, c'est une aventure de publier Raymond Roussel, d'abord parce que c'était invendable, c'est toujours invendable, mais surtout parce que Comment, ça s'est comment passé comme avez-vous tout ça. édité certains de ces livres? Oui, exactement. C'était vraiment des années d'aventure, hein, les années 60. Maintenant, l'édition est moins drôle, mais à l'époque, c'était drôle. Il y avait une légende autour de Raymond Roussel, c'était que personne ne savait qui détenait les droits. Vous vous souvenez peut-être que dans l'anthologie de l'humour noir, André Breton dit que les éditions Le Maire, qui sont les éditeurs de Raymond Roussel, lui ont interdit de reproduire Roussel et qu'avec eux, il n'y a rien à faire, etc., etc. Et à l'époque, je connaissais bien Breton qui m'avait confirmé que l'édition Le Maire, en aucun cas, ne laisserait republier Raymond Roussel. Et puis, il s'est passé plusieurs choses en même temps. J'ai souvent eu beaucoup de chance comme ça dans ce métier. C'est un métier de chance, hein, l'édition. C'est un métier de joueur, au fond. C'est un métier de joueur, donc il y a des joueurs qui ont de la chance, il y a des joueurs qui n'ont pas de chance. Moi, j'ai de la chance, plutôt. Et en même temps, il est arrivé 2 événements concomitants, comme ça arrive. C'est-à-dire que j'ai retrouvé la trace des héritiers de Raymond Roussel, et en même temps, les éditions Le Maire ont fait quelque chose qui n'est, je crois, jamais arrivé dans l'édition française. C'était toujours dirigé par des gens de la famille Le Maire, et ils ont mis fin à leur société d'édition. Ça n'est, à ma connaissance, jamais arrivé. C'est-à-dire qu'Alphonse Le Maire avait fondé une société pour 99 ans, et en 1961, je crois, les héritiers d'Alphonse Le Maire, c'est une maison qui vivotait comme ça en exploitant des stocks, des droits, des trucs, toujours au même endroit, passage Choiseul. Ils ont décidé qu'ils n'allaient pas renouveler une société. Bon, ça a 40 ans, 50 ans, Au fond, vous êtes arrivé au bon moment, quoi. Oui, je suis arrivé complètement au bon moment, ce qui fait qu'en même temps, j'ai retrouvé l'héritier. Alors, l'héritier de Raymond Roussel était un personnage très pittoresque. C'était le duc d'Elchingen. Et le duc d'Elchingen était un personnage pas du tout littéraire, mais assez respectueux, comme ça, de la personnalité littéraire de son oncle, qu'il n'avait pas beaucoup lu. Mais il avait les droits. Et c'était quelqu'un qui vivait au Jockey Club. Il n'était pas très très riche, mais c'est un des rares personnages que j'ai connus vivant en pension au Jockey Club. Il habitait au Jockey Club. C'est extraordinaire. C'est un personnage de roman. Ah, c'est un personnage de Proust, tout Oui. à fait. Et je me suis retrouvé devant ce gentilhomme, ce gentleman qui m'a dit mais oui, mon oncle Raymond, bien sûr. Alors comme ça, ses œuvres vous intéressent. Je suis ravi que les œuvres de mon oncle Raymond vous intéressent. Et il m'en a demandé très cher. Il avait sûrement de gros besoins aussi. Il avait de gros besoins. Je pense qu'il devait être aussi assez joueur. Le Jockey Club, comme son nom l'indique, est un club. Et j'avais un peu d'argent à l'époque et je lui ai payé très cher. Je lui ai versé un énorme avaloir que personne ne lui aurait donné, que Gallimard lui avait refusé. Enfin, puis Raymond Roussel, ça n'intéressait pas grand monde. Sauf justement Gaston Gallimard, mais il n'avait pas voulu payer. Après quoi, il est arrivé des choses amusantes. Vous savez, on passerait des heures comme ça. C'est que justement, au moment où je sortais les œuvres de Raymond Roussel, et c'était les œuvres complètes que je voulais faire, je devais donc récupérer des stocks chez Le Maire, enfin j'avais toute la cuisine habituelle. Et au bout de 3 mois, tout d'un coup, j'ai la surprise de voir sortir Locus Solus aussi chez Gallimard. Oui. Donc je fais un procès immédiatement à Gallimard, référé, saisi, je fais saisir Gallimard, c'était toujours amusant. Là. Mon vieil ami Gaston. On convoque Gaston Gallimard devant le juge, alors il commence par dire... avec son armée d'avocats, mais c'est moi qui ai les droits parce qu'il sort des trucs qui tenaient absolument pas debout. C'était une rigolade, les juges se tordaient. On finit par lui dire, il était venu en personne, quand même, tellement. Ça, c'était Gaston Gallimard. Et à la fin, il dit, oui, écoutez, monsieur le juge, vous comprenez, oui, je sais bien, bon, d'accord, oui, ça vaut pas grand-chose. Mais ça fait 20 ans que je voulais avoir Roussel à mon catalogue avec Locus Solus. Alors j'ai trouvé que c'était un argument tout à fait merveilleux. Et j'ai accepté de laisser une édition de Locus Solus chez Gallimard. On a pris un arrangement comme ça, ensemble. Je crois que c'est aussi un des rares exemples où des éditeurs exploitent ensemble, ça arrive, mais s'interdisent en même temps de céder ça à quelqu'un d'autre. Oui, c'était assez drôle. Voilà. Et j'ai édité Raymond Roussel, invendable, naturellement. Que vous savez, sont des livres que personne ne lit, ça. Locus Solus Non. Maintenant, un peu plus. Et alors, il y a eu, par exemple, il y a un livre qui s'est un peu vendu en édition de poche, c'est Impressions d'Afrique. Ah oui.
Parce que Les nouvelles impressions d'Afrique. ça a été beaucoup vendu en Afrique francophone. Ils pensaient que c'était Ah bon, que c'était un livre sur l'Afrique? Oui, qu'on allait leur parler de Dakar, C'est extraordinaire. de Brazzaville et tout. Mais sinon, non, les gens lisent pas ça. Les gens lisent maintenant. Les étudiants, moi j'ai un exemple très précis. J'ai été faire une conférence sur Roussel à Nice. À l'université de Nice. J'ai demandé à la bibliothécaire, j'ai dit, mais est-ce que les étudiants lisent Raymond Roussel? Elle m'a dit non, ils ne lisent pas du tout Raymond Roussel. Ah. Ils lisent des livres sur Roussel. Les gens ne lisent pas les textes. Les gens ne lisent pas Sade, par exemple. C'est-à-dire que les gens sont déçus par la lecture de Sade, parce qu'ils attendent Souvent, des cochonneries, et en fait, c'est pas ça. Il y a un malentendu dans le rapport à Sade. Ils attendent toutes sortes de choses qu'on leur annonce. On leur annonce que c'est un auteur pornographique, ce qui est vrai d'ailleurs. Bien sûr. C'est une pornographie qui ne plaît pas à tout le monde. On leur dit que c'est un grand philosophe, ils cherchent, ils ne trouvent pas, ils se disent je ne comprends pas. C'est le malentendu en permanence, enfin. Oui. Comme avec Baudelaire d'ailleurs. C'est ça qui est amusant aussi. Je veux dire, c'est de balancer dans la circulation des livres qui vont décevoir les gens. Alors, il y a aussi quelqu'un que vous avez découvert et qui n'a pas déçu, qui a eu un gros succès public, c'est Albertine Sarrazin. Oui, ça a été un très gros succès qui est très bien tombé. L'Astragale, par exemple, ça a été vraiment le roman que tout le monde a lu au moment où c'est sorti, enfin. Bien sûr. Alors, ça s'est passé comment, cette rencontre avec Albertine Sarrazin? Oh, ça s'est passé très simplement. Ça tombait bien. Ça tombait bien parce que je venais de faire un grand scandale, très amusant, qui a fait supprimer un hebdomadaire français, d'ailleurs, qui s'appelait Candide, le nouveau Candide. Mais oui. Et le nouveau Candide, un jour, je rencontre Pierre Desmond, qui était le directeur du nouveau Candide, le rédacteur en chef. C'était l'été, il me dit, j'ai rien à mettre dans mon journal. Alors je lui dis, mais vous savez, tout d'un coup, comme ça, c'est une chose que je disais souvent à des journalistes, je dis, vous qui êtes un journal un peu littéraire, pourquoi est-ce que vous ne parlez pas d'édition? Alors même l'édition, on en parle toutes les semaines, c'est pas drôle. Ça. Je dis, oui, mais toujours la même chose. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas ce que personne ne dit? La vérité sur l'édition. Oh, mais qu'est-ce que c'est la vérité sur l'édition? Je lui dis, écoutez, on va en parler. Donc on déjeune ensemble. Et je lui raconte ce qui était pour moi la vérité sur l'édition, c'est-à-dire que les éditeurs ne lisaient pas ce qu'ils publiaient, qu'ils confondaient l'usine, la production industrielle et l'édition, qu'on publiait beaucoup trop de livres, que c'était absolument scandaleux, etc. Et il enregistrait, il écrivait, il me disait « mais c'est formidable, personne ne m'a jamais dit ça ». Il me dit « mais parce que personne ne dit jamais la vérité ». 15 jours après, je vois sortir, donc on était en 1965, ça je me souviens très très bien de ça, le 1er septembre, ou le 25 août même, 4 pages dans le Nouveau Candide, avec une grande photo de moi, des trucs comme ça. Jean-Jacques Pauvert, La vérité sur l'édition, avec des sous-titres très provoquants, des trucs comme ça. Et ça a fait un scandale ahurissant, surtout qu'ils ont fait ça pendant 2 semaines. C'est un rapport avec Albertine Sarrazin, je vais vous dire lequel. C'est que moi, je disais, je ne vois pas pourquoi les éditeurs, par exemple, se croient tenus, certaines maisons, de publier tous les ans 10 ou 15 nouveaux romans. Ils n'ont pas tous les ans 10 ou 15 nouveaux romans intéressants à publier. Donc, ils publient n'importe quoi. Donc, je venais de dire ça. Et je disais, moi, quand j'ai pas de bons romans à publier, je publie des recueils de mots croisés, ça vaut mieux. Ou un guide ou n'importe quoi, un livre de cuisine, mais pas un roman sous prétexte que tous les ans, il faut en faire 15. Et juste à ce moment-là, cet été-là, pendant que je racontais tout ça à Pierre Desmond, ou un peu avant d'ailleurs, j'avais été alerté par l'édition, c'est de la cooptation, hein, c'est toujours comme ça, un journaliste que je connaissais qui habitait Montpellier, qui a téléphoné en disant il y a une fille là qui sort de prison, qui a des manuscrits qui ne sont pas inintéressants. J'ai reçu les manuscrits d'Albertine Sarrazin. Elle les avait envoyés d'ailleurs en même temps parce que elle avait bien raison sur les conseils de ce journaliste à Simone de Beauvoir et chez Gallimard. Alors, ce qui s'est passé, c'est que de chez Gallimard, elle a reçu un questionnaire lui demandant si elle connaissait du journaliste, si elle avait déjà écrit, etc. etc. Mon Dieu. Un truc. Oui, vous savez, bon, Gallimard. On en parlera plus longuement un jour. Et, bon, et de chez moi, elle a reçu un contrat. Ce qui fait qu'évidemment, elle a répondu au contrat. Et puis j'ai fait la connaissance d'Albertine Sarrazin à Lyon, parce qu'elle était interdite de séjour à Paris. Et c'est sorti tout ça à la rentrée 65, juste au moment où je venais de dire, quand on n'a pas de bons romans, on ne publie rien. Et j'ai fait une chose que personne n'avait jamais faite, j'ai sorti les 2, c'est d'ailleurs une erreur commercialement, j'ai sorti 2 romans en même temps.
Alors ça aussi, ça a fait sensation, surtout après tout ce que je venais de raconter. Et comme le Nouveau Candide, pour terminer l'histoire du Nouveau Candide, était financé par Hachette, et que je me payais un peu la tête d'Hachette et des éditeurs diffusés par Hachette, ça a été la fin du Nouveau Candide, qui perdait déjà du fric, et la fin de Pierre Desmeron pour le Nouveau Candide qu'on a fichu à la porte. Quand je le rencontre, on s'en amuse aussi. Et là-dessus, donc, les deux romans, d'un seul coup. Surtout que j'ai fait un gros service de presse, ce que non plus les éditeurs ne font pas. Ils ont tort, c'est quelquefois drôle. J'ai envoyé les deux romans à tous les éditeurs que je connaissais, tous les grands éditeurs, Le Seuil, Gallimard, justement, comme ça. Et ça a fait aussi une sensation parce que personne ne faisait jamais ça, et du coup, ils les ont lus. Et tout le monde a trouvé ça très très bien. Sauf que quand même, vous voyez, c'est toujours, il faut se reporter toujours, hein, une époque. Ça n'a l'air de rien, mais 1965, il y a 25 ans de ça. Et Albertine Sarrazin, il y avait encore ce côté très 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 sexiste qui faisait que Albertine Sarrazin, c'était une femme, qu'elle racontait dans ses livres qu'elle avait fait le trottoir, qu'elle avait fait de la prison. C'était très transgressif. C'était terriblement... Maintenant, ce serait extraordinaire. Vous comprenez, elle aurait 4 pages dans Libération, elle serait reçue par Jacques Lang, Badinter lui ferait lever toutes ses interdictions séjour. Là, il a fallu que je me batte. Même après, 6 mois après le succès, il y avait encore des bons hommes à la préfecture qui faisaient des histoires. Comment vous êtes à Paris? Vous n'avez pas le droit d'être à Paris. Il a fallu que je fasse intervenir des gens. Et ça a été, ce qui a été très instructif, justement, c'est le contraste, quelques années après, avec Papillon, qui lui était complètement bagnard, tricard, et qu'on a reçu à bras ouverts parce que c'était un bonhomme et c'était très bien de recevoir un bagnard dans son salon, et il était obligé de refuser une invitation.